Salut à vous les juristes, j'espère que vous allez bien, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, on va reparler d'une nouvelle décision de la Cour de cassation. Donc encore une fois, on est sur une capsule qui arrive un peu en retard, souci technique, blablabla. Et ici, il est question de parler de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Vous allez voir que la Cour de cassation, elle a été saisie d'une question assez particulière. Alors, enfin, je disais une décision, mais sachez que c'était une petite blagounette parce que c'est 4 décisions. Bien sûr, le but n'est pas d'aborder de manière individuelle les quatre décisions, mais plutôt de s'inspirer du communiqué de presse qui justement nous fait un résumé de ces décisions, du moins de l'apport. Alors, donc sachez que depuis 1986, il y a un fonds de garantie, donc dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui permet la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne, donc en particulier des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire français, mais aussi des victimes de nationalité française d'actes de terrorisme commis à l'étranger. Voilà. Donc vous avez donc soit en gros vous pouvez obtenir une réparation si vous avez été victime d'actes de terrorisme sur le territoire français, et si vous êtes français que vous avez été victime d'actes de terrorisme, vous pouvez obtenir une réparation même s'ils ont été commis à l'étranger. Voilà. Et du coup, les ayants droit des victimes d'actes de terrorisme, les agents publics et les militaires bénéficient également de ce dispositif de fonds de garantie. Je rappelle que les ayants droit, donc ce sont en général le conjoint et les enfants, et ce sont les personnes qui se voient transmettre les droits et obligations du défunt au moment de l'héritage. Voilà. Et le fonds de garantie, donc, comment est-ce qu'il est financé? Il repose sur la solidarité nationale et il est financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens. Et si vous voulez un peu plus de détails, je vous renvoie aux dispositions du Code des assurances, donc article L126-1 et L422-1 à L422-3 du même code. Voilà. Donc la Cour de cassation a été saisie de 4 affaires qui concernaient justement la question de l'indemnisation des victimes de ce fonds de garantie. Et la question deux questions étaient posées. La loi réserve-t-elle l'indemnisation des proches de la victime directe de l'attentat au seul cas où celle-ci est décédée? Et quels sont les critères permettant de considérer qu'une personne qui s'est trouvée à proximité du lieu d'un attentat peut être indemnisée par le fonds de garantie? Alors, les réponses de la Cour de cassation à ce sujet sont les suivantes. Donc du coup, on a 3 arrêts de la Cour de cassation qui concernent l'attentat perpétré le 9 janvier 2015 dans le magasin de l'hypercachère de Vincennes. Et dans ces décisions, la Cour de cassation reconnaît le droit à l'indemnisation par le fonds de garantie des proches de victimes directes d'un attentat, même si cette victime a survécu. Voilà, donc si vous êtes proche d'une victime d'un attentat et que cette victime a survécu, vous pouvez obtenir une indemnisation. Voilà. Après, pour ce qui est des témoins, sachez que dans le 4e arrêt de la Cour de cassation, donc concernant cette fois-ci l'attentat perpétré à Nice, donc le 14 juillet 2016, la Cour de cassation précise qu'au regard du Code des assurances, la victime directe d'un acte de terrorisme, donc là elle rappelle la définition, donc c'est la personne que cet acte a directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Mais sachez que le fait pour une personne de s'être retrouvée à proximité du lieu de l'attentat et d'en avoir été le témoin, ça ne suffit pas en soi à lui conférer le droit d'être indemnisé par le fonds de garantie. Voilà. Alors, je profite de cette décision pour faire un rappel de ce qu'on entend par acte de terrorisme. Alors, je vais vous donner simplement la définition légale, on ne va pas rentrer dans les définitions qui sont données par la jurisprudence, du moins les précisions qui sont apportées.
on va se contenter des textes, histoire de pas trop vous assommer de définitions. Mais sachez que les actes de terrorisme, donc ça correspond à des infractions, à certaines infractions qui sont effectuées lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et là vous me direz, ok Matt, mais ou Vulgadroit, quelles sont ces infractions? Eh ben, je vais vous les dire, vous inquiétez pas. Donc vous avez les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Vous avez les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en informatique. Après, vous pouvez retrouver aussi les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous. Après, vous avez les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires. Vous avez aussi le recel du produit de l'une des infractions que je viens de citer. C'est-à-dire que si vous que si vous retirez en commettant les infractions dont je viens de parler une somme d'argent et qu'il y a un recel qui est commis, eh ben ça peut rentrer dans la notion d'acte de terrorisme. Ensuite vous avez les infractions de blanchiment et après les délits d'initiés, donc les infractions en matière financière, etc. Mais sachez que si vous commettez l'une de ces infractions, à elle seule ça ne suffit pas à constituer un acte de terrorisme, puisque il faut la condition suivante, c'est-à-dire il faut que ces infractions soient commises avec une intention qui est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà. Après, sachez que vous avez d'autres, donc là, là, si vous voulez, cette définition, donc elle figure à l'article 421-1 du Code pénal. Et après, vous avez aussi d'autres infractions, d'autres actes de terrorisme, donc à savoir le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires, dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Bien sûr, il faut toujours sortir la fameuse condition, c'est-à-dire il faut que le fait d'introduire la substance que cette infraction ait été commise avec l'intention d'être en relation avec une entreprise individuelle collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Sachez aussi que le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée d'un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme, c'est un acte de terrorisme en soi. En gros, rien que votre participation, c'est un acte de terror. Ça peut constituer un acte de terrorisme. Après, vous avez aussi le fait de financer une entreprise terroriste. Ça constitue c'est constitutif d'un acte de terrorisme. Alors bon, qu'est-ce qu'on entend par financement d'une entreprise terroriste? C'est tout simplement en réunissant, en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou en donnant des conseils à des fins à cette fin, donc à savoir l'entreprise terroriste. Ou alors ça peut être aussi, donc du coup vous réunissez, vous gérez donc les fonds, les valeurs, etc. avec l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés en toute partie pour commettre un acte terroriste. Voilà. Donc du coup là les différentes définitions que je viens de donner, donc je vous renvoie aux articles 421-2-1 du code pénal, 421-2-2 du code pénal, et et je crois que vous avez à peu près le tout. Voilà. Bon, écoutez les juristes, j'espère que cette décision de la Cour de cassation vous a intéressé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson.
pouce, partage, commentaire de la vidéo et abonnement à la chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus, bon ben vous pouvez débriefer avec moi directement sur Twitch sur d'autres actualités juridiques. Bon, sur ce je vous laisse. À plus les juristes.